Bonjour à tous. Je suis Olivier Ginty, je suis le président de MyBestPro, MyBestPro étant la société qui détient entre autres Jury Travail. Bon, on a visiblement un problème vidéo, donc vous n'allez entendre que le son de ma voix et de celle de Maître Latapi aujourd'hui. Je Bonjour Olivier. vérifie. Bonjour Maître. Donc on va improviser. Je ne sais pas si ce satané virus a intégré aussi notre réseau et donc nous prive de voir les jolies chemises que nous portons tous les deux et les jolies vues que nous avons derrière nous sur nos canapés d'hiver et les enfants qui jouent au fond. Tant pis, on va faire qu'avec la voix. C'est bien là l'essentiel puisque je crois que c'est un sujet important qu'on va traiter aujourd'hui. Donc bienvenue à tous. Je crois que vous êtes presque 200 à nous écouter aujourd'hui. Une webconférence effectivement à destination des entreprises essentiellement. On est tous confrontés à cette crise impromptue qui nous oblige effectivement à penser différemment. Et nous avons reçu beaucoup de questions de votre part, notamment suite aux différents décrets et ordonnances qui sont sortis la semaine dernière et aussi à tout ce qu'on entend du président de la République, du Premier ministre et des différents ministres sur cette thématique effectivement économique, de la gestion de la trésorerie des TPE et PME. Donc chez Jury Travail, toutes les équipes en fait ont souhaité se mobiliser à vos côtés, puis en essayant de vous faire bénéficier de l'information juridique dont nous disposons, et aussi en vous ouvrant à notre réseau d'experts. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui précisément. On a donc la chance de recevoir Maître Latapi, qui est avocat au bureau de Paris. Bonjour Maître, et merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Olivier. Écoutez, c'est un grand plaisir que je répondrai aux questions des internautes parce qu'effectivement, cette histoire d'urgence, d'état d'urgence sanitaire et ce coronavirus appelle beaucoup de questions pour les entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises qui sont très fragiles, qui sont toujours fragiles, qui du coup sont inquiètes de cet état d'urgence et du confinement que ça génère. Effectivement. Bon, on va attaquer assez rapidement les questions, puisque la thématique du jour, c'est la gestion de trésorerie. On a reçu beaucoup de questions annexes ou connexes à ce sujet-là, mais on ne pourra pas toutes les traiter, donc on va se concentrer aujourd'hui sur cette thématique de la trésorerie, puisque c'est un sujet d'actualité. C'est un sujet qui, malheureusement, va durer beaucoup plus qu'on ne le croit et qui, sans doute, va dépasser même la durée du confinement. Donc c'est un sujet sans doute pour les 6 prochains mois à venir et il serait illusoire de croire qu'à la sortie du confinement, nos problématiques de trésorerie seront réglées. Donc soyons prêts et soyons endurants. On a mis à votre disposition en amont un formulaire afin que vous puissiez poser toutes vos questions. On a reçu beaucoup. On les a transmises un petit peu avant à Maître Latapi qui a essayé effectivement de se renseigner pour les questions un peu plus précises auxquelles il devait effectivement trouver des éléments de réponse juridiques. Avant de démarrer, juste quelques petites informations d'ordre technique. On a une page sur Jury Travail qui s'appelle donc www.jurytravail.com/coronavirus qui répertorie tous nos articles ainsi que le dossier des différents dossiers et puis le planning des futurs webinaires. Donc n'hésitez pas à la consulter. Maître Latapi, effectivement, qui est avocat, se tient aussi à votre disposition à la suite de ce webinaire. Si vous avez différentes questions, je crois que ces coordonnées doivent s'afficher à l'écran si cela fonctionne correctement. Alors, Maître, on a reçu beaucoup de questions. Je propose qu'on les traite autour de 4 thèmes. Le premier thème sera la problématique de paiement vis-à-vis des organismes étatiques ou para-étatiques. Comment faire effectivement pour étaler dans le temps ces différentes échéances. La deuxième problématique concerne les paiements vis-à-vis des bailleurs. C'est un sujet de haute importance puisque si le chiffre d'affaires n'est pas là, les bailleurs malheureusement exigent toujours effectivement leur dû. Troisième sujet, c'est la problématique de remboursement des organismes financiers pour les TPE, PME qui sont déjà endettés. Comment faire pour négocier déjà avec ces banques? Quatrième problématique, le BFR, besoin en fonds de roulement. Donc mes fournisseurs, puis-je, entre guillemets, ne pas les payer ou décaler les paiements sans risque? Et puis mes clients, comment faire pour effectivement leur faire honorer leurs créances?
Et puis dernier sujet, qui est un sujet d'actualité, c'est le fameux PGE, donc prêt garanti par l'État. Là aussi, on a beaucoup de questions. Il est vu comme une aide précieuse. Est-ce que c'est une aide qui vraiment va tous nous sauver, ou est-ce qu'il faut le prendre avec beaucoup de, beaucoup de précautions? Bon, on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet, si vous le permettez, maître. Donc, on démarre sur tout ce qui concerne les organismes étatiques ou para-étatiques. La question qui est arrivée le plus souvent, c'est: pouvez-vous nous dire ce qu'il est obligatoire de payer d'un point de vue fiscal, et ou ce que nous pouvons reporter? Donc, je parle de la TVA, je parle du prélèvement à la source, je parle des acomptes IS, je parle de la CVAE. Qu'est-ce qu'on doit payer? Qu'est-ce qu'on peut reporter? Alors, pour tout ce qui est un compte d'impôt, de prime abord, les textes permettent effectivement de suspendre l'ensemble des paiements pendant toute la période d'état d'urgence sanitaire. Plusieurs postes n'ont pas fait l'objet d'acceptation, enfin, d'idées de suspension de report, notamment pour les entreprises, c'est la TVA. Alors, pour les impôts sur la société, il n'y a aucune difficulté. Il y a bien et bien une suspension sans aucun risque de pénalité pour les entreprises. Même les entreprises qui ont déjà versé les échéances peuvent effectivement faire opposition à leur banque pour récupérer le remboursement, ou faire une demande de remboursement direct auprès des services des impôts. Et l'administration fiscale a mis en ligne sur leur site un formulaire pour que les entreprises qui souhaitent bénéficier de ces mesures puissent l'utiliser. Alors, toutes ces demandes de suspension partent sur l'idée qu'il appartient à l'entrepreneur de faire la démarche. Si l'entrepreneur ne fait pas la démarche, l'autorité administrative prélèvera comme à l'accoutumée. Il appartient bel et bien au chef d'entreprise de prendre les devants. C'est ce que je conseille avant même que tous les textes sortent, pour permettre cette suspension. Ce sont des suspensions qui sont prévues sans pénalité, en tout cas. Concernant la TVA, sur ce point-là, par contre, il est bel et bien question de paiement de la TVA. Les textes ne prévoient n'ont pas visé la TVA en tant que telle, de telle sorte que les mesures de suspension, en tout cas, ne concernent pas la TVA. En tout cas, à ce stade, on en est. Concernant tout ce qui est prélèvement mensuel, c'est taxe foncière, là encore, il n'y a pas de difficulté. Le chef d'entreprise peut demander une suspension des échéances. Et s'agissant bon, c'est moins important, quoique, ce qui concerne le prélèvement à la source. De prime abord, on part toujours sur des mêmes textes. Là-dessus, il n'y a pas il y a des mesures exceptionnelles de délai de suspension qui sont également faites. Et de prime abord, il n'y a pas de difficulté. Là encore, il faut également se rapprocher des autorités, des autorités administratives des services d'impôts pour obtenir cette suspension. Si on regarde maintenant les organismes sociaux, donc je crois que la réponse est plus simple, mais on a eu quand même pas mal de questions sur ce thème-là. Peut-on reporter le paiement de la mutuelle, de la prévoyance, de la retraite? Alors, pour l'URSSAF, effectivement, il y a effectivement toute une possibilité de suspension également. Les échéances même du mois de mars ont déjà fait l'objet de modulation. Dans la pratique, l'ensemble des caisses ont vocation à jouer le jeu et à permettre effectivement la mise en place des suspensions. Donc, concernant l'URSSAF, il n'y a aucune difficulté. C'est également pareil pour les caisses de retraite, qui permettent également une suspension des échéances. Et pour les organismes de prévoyance et du mutuel, on est encore un peu dans le flou. J'ai pas vu de texte précis encore sur le sujet, mais de prime abord, soit effectivement, pour l'instant, les organismes de prévoyance et mutuels, je vérifie, mais pour l'instant, ils sont payés au trimestre, mais je pense qu'on devrait pouvoir obtenir une suspension des prélèvements également pour cette période-là. Sachant que, j'insiste bien sur ce point, il ne s'agit que de suspension et de report. La difficulté va se répercuter sur la fin de l'année, parce qu'il va falloir sortir de cet état d'urgence sanitaire, il va falloir reprendre une activité économique pour arriver jusqu'à un seuil normal d'activité courante, sachant que immanquablement, ce confinement va générer des modifications des habitudes de consommation et de commerce qui vont complètement évoluer, et il faudra à ce moment-là que l'entreprise puisse refaire de la trésorerie et puisse faire face à l'ensemble de ses obligations et du coup payer ses charges. Eh bien, vous devancez mes deux dernières questions sur cette problématique. La première, finalement, c'était comment faire pour
concrètement reporter ce paiement des cotisations en l'absence de réponse des organismes concernés, car on sait qu'effectivement, ils sont tous en télétravail fortement occupés et parfois on n'obtient pas de réponse. Donc du coup, certains patrons de TPE, PE me demandent s'ils peuvent simplement supprimer les prélèvements CEPA et puis laisser faire, quoi, dans la mesure où ils n'obtiennent pas de réponse concrète des organismes fiscaux ou sociaux, est-ce qu'ils peuvent du coup supprimer sans rien faire les prélèvements et puis... Écoutez, devant cette situation complètement nouvelle, hein, de confinement et de ce que cela peut générer comme question parfaitement nouvelle au terrain juridique judiciaire, j'en appelle au bon sens. Je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir et il vaut mieux prendre les devants en anticipant effectivement un silence de l'administration qui sera peut-être plus marqué que dans certains cas, ou en tout cas l'accoutumée. Je pense qu'effectivement, il appartient à tout chef d'entreprise de se prémunir. Se prémunir, j'entends par là de faire des correspondances en expliquant qu'en manifestant la volonté de suspendre, de reporter les échéances, comme ça, si demain il devait y avoir une difficulté ou si l'administration venait à réclamer les dits droits et les pénalités qui s'en suivraient, cela permettrait aux chefs d'entreprise de montrer sa bonne foi, de montrer qu'il n'a pas opté pour une politique de l'autruche, mais qu'il a bel et bien fait des démarches d'organisme en adressant des courriers, en adressant des mails. Et ça aura, à mon sens, une importance tant juridique que judiciaire. Juridique, parce que clairement, le chef d'entreprise aura fait des actes positifs pour souhaiter ces reports. Donc ça va rentrer, je dirais, dans le cadre de l'ensemble des textes qui sont sortis. Et deuxièmement, sur le terrain judiciaire, je vois mal comment un magistrat ou un juge n'aurait pas une oreille attentive au chef d'entreprise qui dira je n'ai pas coupé les prélèvements sans prévenir personne, j'ai fait des démarches auprès des autorités, caisses et services des impôts, des entreprises. Par conséquent, je demande au juge, en tout cas, d'être, je dirais, compatissant et d'être sensible à ces démarches actives et positives pour procéder justement aux remises de pénalités. Car si l'autorité administrative ne le fait pas, le juge derrière peut le faire. C'est très clair. Donc, je conseille à tous nos amis de garder précieusement tous les emails ou tous les courriers que vous avez envoyés aux différentes administrations. Dernière question sur ce thème-là, mais vous l'avez déjà évoqué, mais je la repose parce qu'elle est, en tout cas pour moi, essentielle. Comment se passera le paiement effectif de toutes ces charges que nous allons décaler durant la crise? Et la question est d'un patron très, très importante, comment impacter notre plan de trésorerie en conséquence? En d'autres termes, est-ce que ce qu'on décale, on va devoir le payer d'un coup en septembre, on va pouvoir le lisser sur 6 mois, sur 12 mois? Quelle est selon vous la pratique qui sera observée par nos organismes étatiques? Alors là, pour l'instant, on est encore un peu dans le flou, hein. Les textes sortent au fur et à mesure. Il est pas, moi, je considère, en tout cas, le bon sens, hein, et la pratique montre bien que les organismes sociaux et les services des impôts d'entreprise ne sont jamais réfractaires à l'idée d'un échéancier sur des délais courts. La problématique va être effectivement de supporter le choc de la reprise d'activité, d'un besoin qu'aura l'État éventuellement de renflouer ses caisses et surtout du besoin qu'auront chaque entreprise elle-même de renflouer leur propre caisse. Donc, je pense que les organismes n'ont pas vocation à être fermés à une idée d'échéance. Tout va se poser, toute la difficulté va se poser sur leur capacité à être, je dirais, souple sur ces échéanciers-là. Mais il est bien évident, là encore, c'est du bon sens, qu'aucune entreprise ne sera en mesure de faire face plus l'état d'urgence va durer, et moins les entreprises seront en mesure de faire face immédiatement à des créances et à des paiements immédiats de créances, fussent-elles reportées ou suspendues. Donc, il y aura des demandes de délai. Sur ce point-là encore, c'est flou. On n'a pas encore il y a toujours un fossé malheureusement entre les grandes déclarations d'intention de nos représentants et les mises en place pratiques. Je pense cependant qu'on peut espérer des échéanciers. Moi, je considère qu'au moins 6 mois me paraît être de bonne allure. Je partage votre conclusion. Effectivement, 6 mois me semble être une bonne modélisation pour pouvoir payer toutes ces charges que l'on aura décalées durant la crise. Si c'est plus, c'est tant mieux. Et je ne pense pas que l'État ira moins, puisque 6 mois, c'est ce qu'il observe parfois lorsqu'on a des problématiques de paiement déjà aujourd'hui. Donc, il ne va pas faire moins que ce qu'il faisait par le passé. Je vous propose, maître, de passer au deuxième thème, thème très important, les bailleurs. Notre président de la République a annoncé le lundi 16 mars dernier, parmi les mesures visant à protéger les PME,
la suspension, disait-il, des factures d'eau, de gaz, d'électricité ainsi que les loyers. Du coup, Oui. la question est simple. S'agissant des loyers commerciaux, quelles seront les modalités de report vis-à-vis des propriétaires? Alors, les textes sont sortis très précis sur le sujet, avec d'un côté tout ce qui est eau, gaz, électricité, dans lequel, là encore, on est encore sur l'idée d'une démarche active du chef d'entreprise qui doit faire des demandes, qui doit manifester cette volonté de suspendre, car les suspensions ne seront pas automatiques, ça c'est très important. Les textes précisent que du coup, les suspensions se font au jour de l'arrêté, au jour du prononcé de l'état d'urgence sanitaire et va courir jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Et passé cette période-là, la créance d'eau, d'électricité ou de gaz qui sera suspendue pourra être lissée, le texte est clair, sur au moins 6 mois. Alors, le texte ne dit pas si les partenaires d'énergie seront prêts à dépasser les délais de 6 mois en termes d'échéancier, seront-ils prêts à aller jusqu'à 1 an, mais en tout cas, le texte prévoit un minimum 6 mois. Après, ce sera à l'appréciation et aux discussions qui pourront s'engager avec les fournisseurs d'énergie. Mais en tout cas de cause, le texte est précis en la matière. Concernant les baux commerciaux et professionnels, hein, ça vaut également pour les professions libérales ou les artisans, le texte est un peu plus flou. Alors, il est d'un côté plus intéressant, mais en même temps, il est un peu plus flou. Alors, il est plus intéressant, pourquoi? Parce qu'il permet une suspension des loyers. Là encore, chaque chef d'entreprise doit se rapprocher de son bailleur, avec des traces écrites, hein, parce que le texte précise clairement que donc, le preneur à bail, le locataire, doit se rapprocher de son bailleur. Le bailleur a l'obligation, sur la base de ce texte, de suspendre le paiement des loyers et charges, et il ne peut pas obtenir la résiliation du bail pendant toute la durée. Et la durée est plus large que dans le premier cas. Dans ce cas-là, pour les baux commerciaux et baux professionnels, la suspension court du prononcé de l'état d'urgence sanitaire jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, plus 2 mois. Ce qui fait qu'on laisse quand même le temps à l'entreprise de reprendre de l'activité pour justement pouvoir payer toutes les charges qui sont suspendues et reportées pour pouvoir payer. Par contre, ce texte-là ne précise pas dans quelle mesure ils pourront à ce moment-là échelonner la créance de loyer reporté. Ça, sur ce point-là, en tout cas, le texte sorti sur cette question-là ne répond pas à cette question, ce qui est, à mon sens, un peu dommage. Et j'aurais tendance, en tout cas, à me rapprocher, je dirais, sur les bases de droit commun, en disant qu'on peut de toute façon demander des échéances, des délais. Je pense qu'à 6 mois, ça me paraît là encore un critère raisonnable, tant pour le locataire que pour le bailleur. Et à défaut, on peut encore, même devant le juge, demander des délais plus Mhm. Vous parlez souvent de début et de fin d'état d'urgence sanitaire. Est-ce que cette thématique-là est associée directement à la période de confinement? Est-ce que la fin de longs. l'état d'urgence sanitaire, c'est la fin du confinement? Enfin, quelles sont précisément les dates de début et de fin de ce que vous appelez état d'urgence sanitaire? Le, euh, on peut considérer que c'est extrêmement lié, sauf que l'état d'urgence sanitaire découle de la notion d'état d'urgence, qui est une notion plus constitutionnelle, visée dans la Constitution, qui permet de donner des pouvoirs élargis aux autorités, aux pouvoirs exécutifs. Et c'est présenté comme état d'urgence sanitaire. Cet état d'urgence sanitaire génère le confinement. Mais on est sur un texte qui va d'abord prononcer cet état d'urgence sanitaire. Le reste, et tous les textes qui sont sortis en l'état de cette problématique du coronavirus, découlent de cette décision d'état d'urgence. On touche du doigt un peu le droit constitutionnel par rapport à ça. C'est lorsque l'État français considérera, en tout cas les pouvoirs publics considéreront que le confinement n'est plus nécessaire, à ce moment-là, je pense qu'ils lèveront l'état d'urgence. Mais je peux pas, il faudrait que je vérifie cette question-là, j'avoue que c'est une bonne question. C'est à mon sens extrêmement lié, en tout cas. Mais toutes les mesures sont, le confinement est une découlante de l'état d'urgence sanitaire. Hmm. Et toutes les mesures qui sont sorties, parce qu'on a eu pléthore de textes qui sont sortis en état justement de cet état d'urgence sanitaire, tous ces textes précisent, parce qu'on se rattache à une approche plus constitutionnelle, se rattachent non pas tant au confinement, mais bien à la notion d'état d'urgence sanitaire. L'État prendra une décision d'arrêter, enfin de fin de l'état d'urgence sanitaire. Et les textes se collent à cette notion-là. Ok, très clair. Si on revient sur la problématique des bailleurs, les questions sont toutes un petit peu liées, mais comme elles sont présentées différemment, je me permets de les reprendre parce qu'elles sont importantes pour tous ceux qui nous écoutent. Quel est le rapport de force aujourd'hui entre le bailleur et le locataire en cas de désaccord?
Ah. Alors, juste une précision, si vous me permettez, justement, parce que je voulais revenir un peu là-dessus, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une sorte de, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi le côté de ce rapport un peu tripartite, parce qu'on a le locataire, chef d'entreprise, mais aussi le chef d'entreprise, ça peut être le bailleur. Je pense notamment à toutes les sociétés civiles immobilières qui font de la location. Vous avez Et raison. je pense à un troisième intervenant, mais qu'on abordera par la suite, c'est évident, c'est la banque. Oui. Parce que bien souvent, les sociétés civiles ou les bailleurs sont eux-mêmes engagés, parfois très lourdement, avec des engagements bancaires lourds, et leur préoccupation est également de se dire, bon, bah, si mon locataire ne paye plus, comment moi je vais payer la banque? Et ça c'est une vraie problématique. Alors, effectivement, moi, ce que je reproche un peu dans ce texte, c'est que si on a un report, tout l'état d'urgence plus 2 mois, donc partons pour simplifier cette idée de confinement plus 2 mois, bah, effectivement, est-ce que le bailleur va vouloir un paiement immédiat? Est-ce qu'il va accepter un échéancier? Est-ce que les juges vont être sensibles à cette problématique d'échéancier? Est-ce que les juges du tribunal judiciaire vont comprendre la portée économique des préoccupations des chefs d'entreprise par rapport à un contrat qui dit qu'ils doivent payer leur loyer? Tout ça, ça va amener à des débats par la suite parce que le texte n'a rien prévu sur ce point-là et c'est fort dommage. Hmm. Alors, Alors, finalement, la question d'après est de la même nature, hein. C'est peut-on invoquer la force majeure pour ne pas payer ses loyers, finalement, en cas de désaccord? Dans cette hypothèse, quels sont les risques encourus en cas de non-paiement des loyers sans l'accord préalable du bailleur? Quid d'éventuels dommages et intérêts à ne pas les payer? Alors, effectivement, parce que du coup, ça génère pas mal de questions. Cette situation un peu nouvelle permet aussi tout simplement de se rattacher au droit existant. Si le bailleur se refuse à octroyer des délais et procède à la signification d'un commandement de payer visant la clause exécutoire, pour mettre en bail, tout simplement, le locataire ne paye pas, et bien il doit partir. De toute façon, la procédure se passera forcément par une saisine du juge. Le juge, gardien des libertés individuelles, gardien de l'équilibre entre les parties, devra immanquablement prendre en considération les problématiques économiques et les problématiques de reprise d'activité. Je vois mal, c'est ça que je tiens à dire aux locataires, je tiens à les rassurer sur ce point, c'est important. Je pense que le débat judiciaire permet aussi, les textes du Code civil le prévoient, très simplement, la possibilité de demander des délais jusqu'à 2 ans dans l'absolu. Donc on peut, si on n'arrive pas à tomber d'accord, on peut pousser, je dirais, jusqu'à devant le débat, jusqu'à devant le juge pour que le juge octroie des délais. Et là, à ce moment-là, l'avocat d'entreprise et l'expert comptable aussi, l'expert comptable a aussi un rôle à jouer important parce que déjà, il y a l'interface entre l'entreprise et les organismes sociaux et fiscaux, mais aussi le témoin, l'œil un peu du tribunal sur le prévisionnel, sur le chiffre d'affaires qu'on peut espérer, sur la possibilité de mettre un échéancier en place, sur l'autofinancement d'entreprise. Tous ces éléments-là vont permettre aux chefs d'entreprise de montrer un dossier cohérent tantôt au bailleur, mais si celui-ci fait la sourde oreille, derrière ça au juge, pour qu'ils comprennent que l'entreprise peut effectivement a fait face à des difficultés, ça, personne n'en remettra ça en question, je pense, mais pourra faire face aux dettes qui sont les siennes, suivant un échéancier à mettre en place. Et c'est très clair. Et donc, du coup, on en revient sur ce que vous dites tout à l'heure. Il est important de garder trace de tous les courriers qu'on aura pu échanger avec les différents bailleurs en cas de conflit postérieur. La pratique judiciaire, effectivement, je vous réponds là-dessus, la pratique judiciaire montre que les juges sont très sensibles aux démarches positives de l'entreprise. Plus le chef Mm. d'entreprise prendra les devants, fera état de ses difficultés, demandera des délais, cherchera des solutions amiables, et plus il ne montrera pas tout blanche, plus il montrera sa bonne foi à sortir du problème et à faire face à ses obligations. Et je pense, sur ce terrain de psychologie juridique et judiciaire, je pense que ce sera très important. Alors, je vais poser cette question-là. Malheureusement, je crois en connaître déjà la réponse, mais elle est importante. Peut-on tout simplement, non pas décaler, mais annuler définitivement le paiement d'un loyer dans la mesure où mon chiffre d'affaires perdu ne reviendra jamais? Alors, il y a beaucoup de chroniques qui circulent sur ce sujet. Actuellement, on est bon nombre de juristes à s'interroger sur la problématique de la force majeure, sur la problématique de l'imprévision. Et dans l'ensemble, pour l'heure, même si c'est vrai que ces notions peuvent être… le droit civil et commercial est un droit un peu élastique. Ce sont des notions juridiques qu'on peut tirer un peu à notre profit quand on en a besoin. Cependant, la jurisprudence laisse à penser que malgré tout, ce ne sera pas forcément possible. Alors, c'est vrai que tout le monde aurait aimé peut-être avoir un second souffle dans le cadre de cette état d'urgence, de ce confinement, pour pouvoir peut-être respirer un peu. Hein. Les entreprises sont déjà bien mises sous pression en fait par rapport à l'ensemble de leurs charges. C'est une préoccupation permanente et c'est vrai que ce confinement ne vient absolument pas aider et inquiète énormément. Donc, sur l'annulation, malheureusement, je reste très réservé. Je n'y crois pas.
sauf si des jurisprudences viennent sortir sur le sujet. Peut-être que ça va amener d'autres positionnements de la Cour de cassation sur le sujet, mais de prime abord, en l'état des jurisprudences actuelles, je ne pense pas que cela permette une annulation en l'état. Après, peut-être que si bien sûr, c'est un scénario catastrophe, mais si le confinement dure non pas 2 ou 3 mois, mais 6 mois, 9 mois, un an, la problématique sera complètement différente. Oui. Alors, on n'en est pas là, hein, bien sûr, mais je le vois un Non, peu non, comme ça. mais partage assez votre point de vue. Du coup, là, j'ai une question plutôt intéressante, c'est donc, est-il possible d'actionner une clause résolutoire d'un bail commercial en évoquant le Covid-19 pour mettre un terme à ce dit bail? Bref, je suis au bout du rouleau, je sais que je ne vais pas m'en sortir. Plutôt que d'engranger les décalages de paiement à droite à gauche, est-ce que je ne peux pas invoquer le Covid-19 pour finalement résilier mon bail, séance tenante, et passer à autre chose? Alors, si le texte prévoit clairement que le bailleur ne peut pas le faire, je ne vois pas pourquoi le preneur ne pourrait pas. Parce que rien, de toute façon, on reste en droit commun, hein, les baux commerciaux, le droit de l'entreprise et donc plus en difficulté. Rien n'empêche un chef d'entreprise aujourd'hui qui sent qu'il ne pourra pas remonter la barre de déposer le bilan et de mettre fin à un contrat de bail. Oui, tout à fait. Rien n'empêche, il peut le faire, tout à fait. Alors par contre, ça génère une nouvelle question. Effectivement, dans beaucoup de baux commerciaux, on a des clauses de résiliation à 3 ans qui font que le bail ne peut pas être résilié. Les baux commerciaux à 3, 6, 9 ne peuvent pas être résiliés, ne peuvent être résiliés que tous les 3 ans. Alors, ça peut générer une discussion très intéressante sur le fait de, imaginons que je résilie mon contrat à 1 an et demi, est-ce que le bailleur serait en droit de me réclamer 1 an et demi de loyer, puisque de toute façon, la résiliation n'est pas possible avant 3 ans. Mm. Ça c'est une très bonne question. Je pense que c'est vraiment la question de notre interlocuteur en l'occurrence. Euh, alors, le problème, c'est que la Cour de cassation, notamment en chambre commerciale, ont toujours une approche rigoriste en termes d'application des contrats de baux commerciaux. Si la clause prévoit 3 ans, ça sera 3 ans. Alors, est-ce que le juge peut considérer que c'est un cas de force majeure suffisant, alors que tous les textes découlant de l'état d'urgence sanitaire permettent justement une suspension en report? C'est pas dit. C'est pas dit. Je reste réservé sur une hypothèse d'annulation de la dette Ouais. postérieure. Donc, en tout cas, pour ceux qui veulent le tenter, mettez de l'argent de côté au cas où, in fine, vous perdiez devant la Cour de cassation. On attaque la troisième problématique. Vous en avez parlé tout à l'heure. Vous parliez effectivement des banques, en fait, qui sont derrière tout ce système-là. C'est la problématique de remboursement des organismes financiers, finalement, et de tous les prêts qui sont déjà contractés. Là, on ne parle pas encore des nouveaux prêts. On parle des prêts avec lesquels nous vivons déjà, nous, autres patrons de TPE-PME. Première question, les prêts déjà en cours sont-ils automatiquement décalés par les banques et de combien de temps? Alors, moi, pour l'instant, j'ai vu effectivement des suspensions automatiques de prêts professionnels, hein, j'entends pour les entreprises, de 2 mois, renouvelables 4 mois de plus. En tout cas, moi, pour l'instant, c'est ce que j'ai vu. De manière automatique. Alors, mais je pense quand même que, en tout cas, dans tous les cas de figure que j'ai vu, les consultations que j'ai faites à ce stade, j'en suis là. Mais je pense qu'il est encore important que le chef d'entreprise prenne les devants et le sollicite. D'autant plus que les banques qui, pour l'instant, jouent le jeu, qui est quand même par nature le premier partenaire économique de l'entreprise, l'ont fait sans intérêt intercalaire, c'est-à-dire sans intérêt intermédiaire le temps de la suspension. Parce que comme la créance est suspendue, certaines banques pourraient dire c'est générateur d'intérêts nouveaux, complémentaires, dit intérêt intercalaire. Là, les banques jouent le jeu et disent il n'y a aucun intérêt, tout est suspendu de 2 mois plus 4 mois encore, 6 mois. Pour l'instant, Ok, en tout cas, les cas que j'ai vus, c'est ça. ok, là, pour le coup, j'ai le cas d'un patron qui a vu ses échéances passer. Donc voilà, mes échéances sont passées le 2 et 4 avril dernier, malgré ma demande explicite de report. Peuvent-ils, donc je pense qu'il s'adresse à son banquier, repasser les écritures dans l'autre sens? Alors, le problème, c'est qu'il y a toujours un rapport de force en droit bancaire entre le monde. Il ne faut pas oublier que le client, c'est le chef d'entreprise. C'est lui le mandant de cette convention de compte bancaire et la banque a l'obligation d'obéir aux instructions de son client. Donc, si en pratique, alors le problème c'est ça, c'est qu'en pratique, la banque va prendre certaines largesses ou va profiter un peu de son système automatisé pour que les prélèvements se fassent,
Mais si le chef d'entreprise est parfaitement en droit, en théorie, de demander le remboursement des échéances qui ont été prévues à temps. Mais ça, c'est évident. Le problème, c'est qu'en pratique, on voit bien qu'il y a un fossé entre la théorie et la pratique, mais il faut clairement le réclamer. Je pense que, en tout cas, cette entreprise est parfaitement dans son droit. Une question un peu plus véhémente. Mm. Peut-on attaquer une banque qui ne viendrait pas en aide à ses clients, c'est-à-dire qui ne décalerait pas à minima les échéances impossibles à rembourser compte tenu de l'absence totale de chiffre d'affaires pendant cette période? Donc là, on a un entrepreneur un petit peu plus entreprenant, on peut dire. Et je comprends hein, ces inquiétudes et peut-être effectivement la tension que ça peut générer, en tout cas le stress que ça peut générer, parce que les textes ne sont pas non plus d'une grande clarté sur le sujet. On a toujours un peu l'impression que lorsqu'on touche aux établissements bancaires, ben, il y a une certaine largesse, mais le problème c'est qu'en pratique, on voit souvent que cette largesse, cette interprétation est toujours un peu à sens unique, en tout cas pas forcément toujours dans le sens de l'entreprise. Et ça, c'est parfois un peu inquiétant. Dans la mesure où de prime abord, tout peut être suspendu et donc empêcher la banque de prononcer la déchéance du terme du prêt, je vois mal comment on pourra engager sa responsabilité. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a deux sources de problématiques avec la banque. C'est d'un premier, on se dit, bon, comment ça va se passer pour les crédits en cours? Mais on a déjà des entreprises qui disent, mais j'aurais peut-être aussi besoin, parce qu'il y a quand même des charges à payer, parce que le chômage partiel va être mis en place, mais l'entreprise doit faire l'avance. Il y a plein de questions qui sont générées comme ça, qui nécessitent un effort de trésorerie. Et là, certaines entreprises disent, mais pourquoi la banque ne m'accompagnerait pas plus que ça encore, du coup, en demandant des nouveaux financements. Je pense notamment aux facilités de caisse, à des couverts plus importants, des prêts de trésorerie. Alors ça, pour l'heure, c'est plus délicat parce qu'on ne peut pas forcer, jusqu'à ce que les textes sortent là récemment, on ne peut pas forcer la banque à faire preuve d'un solidarisme plus important que ce qui existe déjà. Cependant, il y a ce nouveau financement, ce financement qui est fait par la BPI, garanti par l'État, qui permettrait à l'entreprise de se refaire un regain de trésorerie et de faire face aux difficultés. Tout à J'espère fait. ne pas être trop long dans mes Oui, explications. oui, je partage ce point de vue. Votre problème, c'est aussi le problème de la banque, donc autant le partager le plus sereinement possible. Question annexe, puisqu'on ne pense pas souvent à ça, mais j'ai quelques patrons qui nous ont posé des questions là-dessus. Qu'en est-il des leasings mensuels ou annuels? Est-ce que c'est le même sujet? Est-ce qu'on peut les décaler simplement, de manière automatique? Enfin, est-ce que ce sera mangé à la même sauce que les prêts plus classiques? Alors, c'est vrai que je me suis également posé la question, parce que si les textes sont très clairs hein, sur les baux commerciaux, les baux professionnels, tout ce qui est contrat de location, longue durée, leasing, je pense notamment aux véhicules d'entreprise et aux contrats de location de machines-outils, Oui. on est un peu plus dans le flou parce que j'ai pas vu de texte précis sur le sujet. Bon, sous réserve bien sûr, mais je pense que la demande, là encore, je pense qu'il appartient au chef d'entreprise de prendre les devants et de demander la suspension. Mais là, on est quand même plus assujetti, je dirais, à un aléa, parce que si, faute de texte précis sur le sujet, chaque établissement peut un peu faire ce qu'il veut. C'est quand même plus embêtant. Après, vous avez Mm. raison. D'autant plus que si le matériel n'est pas utilisé pendant la période, il semble logique qu'il ne soit pas amorti, donc il est possible que les organismes de leasing soient plus cléments. Je pense que dans l'absolu, tout le monde devrait jouer le jeu dans cette crise, et je pense que tous les partenaires économiques devraient jouer le jeu, mais c'est vrai, comme vous le dites très justement, il y a des zones de flou où ben, on pourra le pallier qu'en prenant l'initiative de demander de faire des démarches positives. Donc sur tous ces sujets-là, écrivez, écrivez, écrivez le plus possible, demandez, il en restera toujours quelque chose. Problématique nouvelle, celle du besoin en fonds de roulement, nos fournisseurs et nos clients sans lesquels nous ne pouvons pas travailler. À quelle solution rapide peut-on avoir accès pour le paiement de nos créances échues et non payées, sachant que la mise en place d'un affacturage est bien trop coûteuse? Et l'entrepreneur va un petit peu plus loin parce qu'il a lu sans doute un peu sur Internet quelque chose. La BPI propose-t-elle des solutions de ce point de vue? Alors, effectivement, comme tout le monde est assujetti à cette crise, donc tous les partenaires économiques le sont également. Tant le chef d'entreprise qui nous écoute que ses partenaires, fournisseurs, clients, etc. Donc, tout le monde rencontre cette difficulté. Donc, pour pallier cela, effectivement, l'État a mis en place un système de financement avec un crédit sur un an qui serait garanti par l'État à travers notamment la banque, la BPI. Alors, ça serait un prêt, il faut
un de mes conseils, ça serait de ne pas se précipiter non plus, attendre un peu avant de solliciter la banque. Mais effectivement, un financement est possible, un fonds est institué à cette fin, un fonds de solidarité. Et cela permet d'avoir un financement qui sera de façon calculée pour rater du chiffre d'affaires et qui permettra, ce financement permettra de créer cette trésorerie-là. Et la banque, votre banque partenaire, sera en mesure de vous faire ce prêt. Ce prêt sera sans intérêt, normalement sans frais de dossier, c'est important, et sera garanti par la BPI à 90%. D'accord, donc Ça, là, vous anticipez sur le PGE qui est le thème d'après. ouais. On va y revenir. Donc, dernière petite question sur le BFR. Comme mes clients n'ont pas me payer, puis-je en toute impunité décider de ne pas payer également mes fournisseurs? Je pense qu'il y aura une redondance, hein, de toute façon. La suspension des uns vaut pour la suspension des autres. Je Ça pense s'appelle un peu la que, chaîne de l'horreur. je pense que chaque entreprise répercutera cette problématique-là. Et là encore, on est en droit commun. Dès lors que le chef d'entreprise prend des mesures, bah, il ne pourra pas voir son contrat de fourniture résilié comme ça. Mais il doit prendre les devants, je pense, c'est important. Bon. Bien, dernier thème, on est déjà à peu près 40 minutes, donc on va prendre encore 10 minutes pour terminer sur le fameux PGE, donc le prêt garanti par l'État. Question simple, mais c'est la plus importante. Comment mener ce dossier de demande de prêt garanti par l'État, PGE? Est-ce que un simple prévisionnel de trésorerie de 12 mois suffit? Par exemple, d'avril 2020 à mars 2021. Enfin bref, voilà. Alors, Quelle démarche doit-on faire pour pouvoir solliciter ce PGE? il y a plusieurs personnes à convaincre, malheureusement. La première personne à convaincre, c'est son banquier. Le banquier ne va pas se satisfaire d'un seul prévisionnel et comme effectivement ce confinement frappe toutes les entreprises, il faut bien se douter que les banques sont particulièrement sollicitées et vont du coup être attentives aux dossiers qu'on va leur présenter. Ce qu'ils vont vouloir, ça c'est évident, c'est à mon sens déjà le chiffre d'affaires déjà réalisé, au moins pour 2019. Alors est-ce que le bilan est déjà fait ou pas, ou soit un bilan de 2019 déjà établi, soit une attestation du contrat. Il va falloir également que le chef d'entreprise s'explique sur ses besoins de financement en trésorerie. Il va falloir qu'il fasse un tableau récapitulatif de l'ensemble de ses charges et des charges à venir. Il devra également s'expliquer sur les difficultés qu'il rencontre. Le fait qu'on soit en confinement et qu'il y ait effectivement cette coronavirus n'est pas forcément en lien direct avec la baisse de son activité. Alors, il y a un lien, c'est évident, mais il peut y avoir des liens plus ou moins directs ou indirects. La banque peut vous poser la question. Et enfin, la banque peut aussi vous demander si, en l'état de ce coronavirus, en l'état de ce confinement et de cet état d'urgence sanitaire, est-ce que vous, chef d'entreprise, vous avez pris des mesures? Est-ce que vous avez mis vos salariés en chômage partiel? Est-ce que vous êtes rapproché des organismes pour demander des délais? Est-ce que vous pouvez bénéficier de l'aide de l'État? Donc, il y a un vrai dossier à présenter, comme un vrai financement qu'il faudra présenter à sa banque. Si la banque est convaincue, par la suite, effectivement, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté pour que la BPI suive derrière et garantisse en se portant en caution le financement en question. Ouais, je vous raconterai mon expérience un petit peu après. Autre question, mon banquier peut-il refuser ce PGE et me laisser dans la déroute? Ça, c'est une vraie problématique parce que le problème, c'est alors, normalement, les textes laissent à penser qu'il n'y a pas de difficulté quant au montage, quant à la demande. Sauf qu'il y a quand même, je ne pense pas que la banque va forcément partir sur un nom catégorique, mais elle risque de détourner le problème en limitant la capacité d'emprunt en disant bah, vous, en l'état des éléments que vous me communiquez, vous espérez tant de facilité de trésorerie, de prêt de trésorerie, mais je ne vous donnerai que cela. C'est là que ça peut, effectivement, le bas peut blesser en fait. Du coup, on est sur une question de la même nature, mais plus concrète. Mon bilan étant négatif l'année dernière, donc j'imagine en 2019, est-ce que je pourrais malgré tout avoir un PGE? Voilà. Là, c'est un vrai débat hein, parce que le problème, c'est c'est vraiment une approche in concreto, cas par cas, dossier par dossier, et où on va s'assujettir malheureusement un peu aux exigences de chaque banquier, tant banque que agence locale, où il peut y avoir des fois des regards un peu sévères sur certains demandes de financement. Mais je pense qu'il faut bien monter son dossier, il faut parler du passé, c'est évident, mais surtout, il faut croire en l'avenir en présentant des prévisionnels et en démontrant qu'on a été un chef d'entreprise actif en prenant des mesures pour confiner les risques de cette phase de confinement.
complètement, et démontrer qu'on peut malgré tout croire en une possibilité de financement et de paiement par la suite du financement. Je crois que vous venez de donner la réponse de la question d'après, mais je vais malgré tout la poser puisqu'elle préoccupe l'un de nos interlocuteurs. Les entreprises en redressement judiciaire et qui préparent de manière euh, précise un plan de continuation sont-elles éligibles au PGE ou à toute autre aide de la BPI? Alors normalement, oui. Oui, il n'y a pas de difficulté sur ce point-là et ils ont parfaitement le droit de solliciter cela. Le problème, c'est qu'il bien souvent, alors, en sauvegarde ou en redressement judiciaire, si le compte bancaire principal est clôturé, un autre compte bancaire par la suite, on appelle ça un compte bis, est ouvert et par conséquent, les relations commerciales avec l'établissement bancaire a vocation à se poursuivre. Alors, même si l'entreprise en redressement judiciaire passe un peu pour la ligne noire au sein de la banque, les textes précisent clairement que le droit de l'entreprise en difficulté est là pour aider l'entreprise et que la banque doit aider l'entreprise. Donc, elle doit jouer le jeu. Tout à fait. Si ma banque actuelle me refuse ce fameux PGE, puis-je me retourner vers n'importe quelle autre banque? Ai-je des chances d'être écouté si je n'ai à ce stade pas de relation commerciale avec elle? Alors, là, c'est une question subtile, là encore. Pourquoi? Parce que on revient un peu, je dirais, au droit commun. Dans l'absolu, rien n'empêche un chef d'entreprise d'aller frapper à la porte de quelle banque qu'il veut. Il n'y a aucune difficulté sur ce point. Après, en pratique, on se heurte, je dirais, des problématiques qui existaient déjà avant, malheureusement, du problématique de l'entreprise en difficulté, d'entreprise avec un mauvais fichage bancaire, avec une mauvaise cotation bancaire, où effectivement les rapports de force sont clairement là, hein, et le chef d'entreprise doit batailler sévère avec sa banque. Ça Ouais. peut arriver. Mais à ce moment-là, on peut par contre imaginer que la banque là, dans ce cas-là, pour faire sa banque initiale, pourrait éventuellement engager sa responsabilité. S'il y a la jurisprudence qui vient reprocher, vient caractériser et consacrer la responsabilité d'une banque pour un défaut de concours, hein, c'est possible. Hein. Mm. On en est pas encore à ce stade, mais les jurisprudences en la matière. Ouais. Enfin, alors là, pour le coup, c'est une expérience personnelle. Pour l'avoir vécu, je vous invite plutôt à vous rapprocher de vos banques avec lesquelles vous donnez, vous travaillez déjà, avec lesquelles vous donnez déjà du flux, parce que déjà elles font quelque chose qu'elles n'ont pas envie de faire. Si en plus elles doivent le faire avec un nouveau client, ça sera d'autant plus difficile, pas impossible, mais d'autant plus difficile à convaincre. Là, nous avons des questions qui sont intéressantes. Dois-je me précipiter sur les demandes de PGE dans la logique du premier arrivé, premier servi? En d'autres termes, est-ce que l'argent que l'État a mis de côté pour lancer ce mécanisme va fondre comme neige au soleil? Donc, faut-il que j'y aille très, 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 très vite, même si j'en ai pas forcément besoin? Oui, oui, c'est le syndrome des baguettes pattes, des rouleaux de papier toilette. Non, il ne faut pas se précipiter. De prime abord, les textes permettent un financement de toutes les entreprises. On n'est pas du tout sur la base du premier servi. Et au contraire, je pense que comme on a encore un peu d'absence de visibilité sur la durée de ce confinement, d'autant plus que les textes permettent effectivement d'enclencher ce financement jusqu'à la fin de l'année, il n'est pas utile de se précipiter. Il n'est pas utile de se précipiter. Il faut s'en préoccuper, mais ce n'est pas une urgence absolue. Je pense qu'au contraire, il vaut mieux laisser passer un peu de temps pour voir un peu comment les choses se présentent et monter son dossier dans de bonnes conditions, paisiblement, parce que les experts comptables aussi sont également très sollicités pour le faire dans de bonnes conditions. Mais il n'y a pas, il faut pas se précipiter. Je pense pas qu'il soit utile de se précipiter. On n'est pas au premier arrivé, premier servi. Ok. Et puis malheureusement, le déconfinement sera progressif, donc les problèmes ne sont pas, enfin, vont durer Voilà. pendant quelques temps. Deux questions un peu techniques sur ce PGE pour terminer. La banque peut-elle repousser la fixation du taux d'intérêt au terme des 12 premiers mois de franchise? Car on a compris qu'effectivement, le montant que l'on demande plafonné à 25% de chiffre d'affaires, c'était finalement un crédit in fine d'un an quasi gratuit. Et au bout d'un an, en fait, on pouvait l'étaler sur 1 à 5 ans. Mais on ne connaît pas le taux d'intérêt aujourd'hui. Donc, comment cela va-t-il se passer? Alors, ça, c'est vrai que c'est un vrai flou. Hein. Il y a toujours un fossé entre les grandes déclarations et la mise en place pratique parce que on a effectivement un texte qui met en place clairement ce financement, mais il s'agit que d'un crédit in fine et la problématique, alors, qui est très intéressant, 0% d'intérêt, zéro frais. Aucun frais de dossier, aucune pénalité, vraiment rien.
c'est intéressant, sauf que quelle est la probabilité que les entreprises concernées qui le sollicitent soient en mesure au bout d'un an, alors qu'elles doivent faire face à une reprise d'activité, à une remontée de leur chiffre d'affaires, à une croissance, à un cours normal, au paiement de tout ce qui a été suspendu et reporté, mais qui ne sont justement pas annulés, mais bel et bien suspendus et reportés. Quelle chance à l'entreprise de se retrouver au bout d'un an en mesure de rembourser son prêt? Je pense qu'effectivement, le taux, ça risque d'être une faible partie des chefs d'entreprise, et les chefs d'entreprise risquent fort tous de repartir sur un prêt amortissable de 1 à 5 ans, et effectivement, c'est la grande inconnue. À quel taux d'intérêt la banque va fixer in fine ce prêt amortissable sur 5 ans, à quelle sauce on va être mangé. Là-dessus, il n'y a pas de réponse encore à ce jour. On peut espérer, parce qu'il faut toujours voir le côté optimiste des choses, que les banques vont jouer le jeu avec des taux d'intérêt conventionnels corrects, raisonnables à l'état actuel du marché. Mais c'est vrai que c'est quand même une grande inconnue qui peut inquiéter, parce que ce prêt d'un an à 0%, s'il paraît sanitaire comme cela, il est fort à parier qu'on ne soit pas en mesure de le rembourser comme tel au bout d'un an, ça c'est sûr. C'est une interrogation, c'est une vraie question. Ouais. En tout cas, ce que je sais pour partager mon expérience, c'est qu'on on a bénéficié du PGE, donc on a touché l'argent assez rapidement, et au moment de recevoir le contrat, on nous disait que on avait 10 mois pour dire si on allait rembourser ou pas ce fameux prêt au bout d'un an. Donc, si on touche l'argent aujourd'hui, donc j'ai jusqu'à début de l'année prochaine pour rembourser ou pas rembourser ce prêt. Et si je décide de ne pas le rembourser d'un coup, à ce moment-là, je peux décider au bout de 10 mois de le lisser sur 1, 2, 3, 4, 5 ans. Donc, c'est quand même assez souple en termes de modalités. En revanche, effectivement, comme vous le dites, au niveau des taux, c'est le flou le plus total. Mais c'est vrai que Et, je partage entièrement votre avis, c'est tout à fait ce système d'option, à partir de quand, est quand même établi sur 10 mois, ça donne quand même un vrai confort de choix, en tout cas pour un chef d'entreprise. oui, c'est très flexible, ça a été pour le coup très, très bien fait en étant extrêmement réduit. Dernière question très technique, donc là c'est celui qui a envie de faire jouer la concurrence. Le taux du prêt, de ce fameux prêt, donc sera-t-il identique selon les établissements financiers? En d'autres termes, est-ce que je pourrais faire jouer la concurrence? Alors, Ben, je crois pas. Comme on les connaît pas aujourd'hui, ça va être compliqué. oui, c'est difficile de se. Si les taux sont fixés de manière unilatérale par les autorités financières, les banques n'auront pas d'autre choix que de s'y assujettir. Si maintenant, effectivement, chaque banque peut faire un peu comme peut fixer son taux comme elle a l'habitude de le faire, eh ben, rien n'empêchera une entreprise de faire jouer la concurrence. Mais ça c'est possible. Après, c'est toujours pareil, comme on l'a abordé tout à l'heure et comme vous le remarquez très justement, quelle chance on a de convaincre une nouvelle banque en sortant du confinement, des difficultés de trésorerie et de financement que ça peut générer. C'est toujours pareil. Bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions que nous avions reçues. J'espère à vous tous que ce format vous a plu. On n'aura pas eu la vidéo, on aura été comme les radios du bon vieux temps. Donc j'espère que vous aurez eu les réponses à une majorité de vos questions. Je sais que Maître Latapie se tient à votre disposition. N'hésitez pas à le contacter si vous avez besoin de conseils juridiques plus poussés ou de revoir certaines thématiques que l'on a abordées aujourd'hui. Bon, on va terminer peut-être sur une boutade ou sur une parabole. Je me souviens souvent de ce verre à moitié vide et de cet optimiste à côté de la table qui dit bah, moi, ce verre, il est à moitié plein, donc du coup, je vais passer cette épreuve facilement. Et puis, vous l'avez le pessimiste en face qui dit bof, ce verre est à moitié vide, ça va être vraiment pénible cette période. Et puis, vous avez à côté le pragmatique, l'opportuniste qui prend le verre et qui le boit et qui passe à autre chose. Donc je vous conseille à tous d'être dans cette période compliquée, pragmatique et opportuniste. Laissons les optimistes et les pessimistes de côté. Il est temps de s'occuper de nos affaires de manière concrète, en prévoyant le pire et en se préparant au meilleur. Merci encore à vous tous. Pour le programme des prochains webinaires, rendez-vous sur www.jurytravail.com/coronavirus. Bon courage à tous et puis restez chez vous. Merci, au revoir, à bientôt. Merci, maître.